Au cours de la guerre de 14, les Allemands projetaient parfois l'image de la Vierge au-dessus des tranchées françaises. Tout soldat est prêt à faire feu sur une armée qui envahit. Pas sur ce genre d'apparition. Ni sur des visiteurs venus du cosmos? On voit un avion qui espionne son pays, on va tenter de le descendre. Mais si c'est un vaisseau qui risque de venir d'une autre galaxie, on hésitera. Savez-vous ce qui se produit chez la plupart des personnes qui ont vu un ovni? Un trou dans leur emploi du temps? Un certain nombre de techniques militaires appelées douces provoquent ce trouble. Gaz neurotoxique, faisceaux d'infrasons à basse fréquence. Rien qu'en envoyant les micro-ondes de forte puissance, on arrive à interrompre les communications. Tout en altérant l'essence des gens. Le projet Bluebeam marque le début du contrôle total de la population. Ce projet délirant vise à mettre en scène une fausse invasion extraterrestre à grande échelle dans le monde entier, avec des ovnis visibles dans le ciel, et à introduire un faux dieu. Pour sauver l'humanité de cette invasion, ils utiliseraient une technologie militaire secrète hautement réaliste, et ont récemment effectué des tests. Le résultat est fou. L'objectif ultime serait d'éradiquer toutes les religions et d'établir une religion unique unifiée, permettant ainsi d'exercer un contrôle total sur la population par la peur. Ce projet, combiné au projet HARP, permettrait la manifestation d'une figure religieuse capable de provoquer des tremblements de terre, des tempêtes et des catastrophes naturelles pour modifier plus efficacement les systèmes de croyance des masses. Souvenez-vous dans Spider-Man, Far From Home, quand ils ont utilisé des hologrammes pour présenter Mysterio comme un héros. Maintenant, rappelez-vous cette phrase du film, nous leur dirons la vérité, et en réalité, nous leur mentirons. Donnez-moi votre avis sur cela, et rappelez-vous que si jamais les extraterrestres nous envahissent, ne les croyez pas. Ce qu'ils ont fait là avec leur vaccin, leur soi-disant vaccin et leur pseudo-pandémie, etc., c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils sont en train de nous préparer. Restez vigilants. Certains journalistes d'investigation avaient déjà dénoncé dans les années 90 ce qu'on appelle le projet Bluebeam. Le projet Bluebeam, c'est un projet de projection holographique, donc des hologrammes qui vont apparaître dans le ciel, sous les traits de Mahomet, de Jésus, de la Vierge Marie, de Bouddha, etc. En fonction des pays, il y aurait des projections holographiques qui vont vous apparaître dans le ciel. Et comme ils ont actuellement des instruments qui vont leur permettre de faire entendre une voix en plus, peut-être même dans votre tête, ben vous allez croire au retour de Jésus-Christ, au retour de la Vierge Marie, au retour de Mahomet, au retour de Maitreya, au retour de Bouddha, etc. Et vous allez foncer en disant « Ah, notre sauveur est là ». Sauf que ça, ce sera encore une manœuvre de la CIA ou du FBI ou du KGB, ou enfin bon, KGB n'existe plus, etc. Mais en fait, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Soyez vigilants. Ne doutez de tout. Parce qu'on va essayer de nous avoir de plein de façons différentes. Y compris en nous apportant ce que nous espérons voir arriver. C'est-à-dire le retour de Jésus. Ben non, ce sera un hologramme qui va parler dans votre tête en disant, bon, ben voilà, et qui va nous dire quoi faire. Du style, retournez dans les villes. Ben si la voix vous dit retournez dans les villes, foutez le camp. Allez vous cacher dans la campagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez vigilants. Ils ont plus un tour dans leur sac actuellement. C'est des criminels, c'est des malades mentaux. Et ils vont utiliser tous les moyens pour essayer de nous avoir. Ils pourraient aussi simuler une invasion d'extraterrestres. Je vous jure, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Ça fait partie de leur plan.
de nous faire croire à une invasion d'extraterrestres. Alors, soit des extraterrestres hostiles, soit des extraterrestres qui vont, soi-disant, venir nous sauver. Sauf qu'on va se faire berner. Puisque là, on avance dans cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une société de contrôle par les ondes. C'est pas seulement vous abrutir de fake news en permanence. C'est pas ce travail, on va dire, qui est encore un travail primitif, hein, d'injonction et de persuasion. Là, on est rentrer dans les cerveaux, injecter directement des pensées, vous empêcher de penser et même vous faire avoir des visions. Et là, on arrive au projet Bluebeam qu'on peut penser comme totalement délirant, mais c'était tellement délirant de penser qu'on se retrouverait en dictature du jour au lendemain par une pandémie d'un virus fantôme, et que d'aujourd'hui on y est, qu'on peut peut-être se poser des questions sur la société dont parlait le théoricien du Bluebeam. C'est un Canadien qui est mort, vous regarderez sur Internet, ou David Icke, effectivement, quand on enlève le côté un peu folklorique des reptiliens, des Illuminati, on arrive au nouvel ordre mondial, et puis finalement, on trouve que tout ce qu'il annonçait depuis maintenant 20 ans est assez raisonnable. Hein. Donc le projet Bluebeam, je rappelle ce que c'est de dire que, in fine, pour soumettre la terre entière à cette domination oligarchique, qu'on ne peut plus leur vendre par on va dire, la mondialisation heureuse, parce que s'il y a que des conséquences négatives, hein, à cette domination oligarchique, il faudra le rappeler. On dirait une société d'inégalité accrue, de maladies, de pauvreté, de violence. On peut même pas dire que cette élite serait légitime parce qu'elle gère bien la situation. Je rappelle, c'est une élite qui était d'abord parasitaire, qui est passé au pillage et maintenant qui passe pratiquement au génocide. Hein, donc il y a des vraies raisons. Et donc à un moment donné, pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette domination alors qu'elle est inacceptable, on arrive au projet de Bluebeam qui est, par la technologie avancée, en s'appuyant sur l'eschatologie religieuse monothéiste, de faire que les gens voient dans le ciel à des moments des apparitions divines. What I've been writing about, Spyro, for decades is the development of what I have been calling over the years the technological sub-reality. This is an electromagnetic bubble around the Earth, to which we will be connected. This is what the 5G satellites and all the poles of 5G down the road are all about. Create this cloud, as another psychopath in Silicon Valley, Ray Kurzweil, a Google executive, talks about this cloud, to which he says the human brain will be connected via AI to the cloud. And who controls AI controls human thinking in everybody. That's the idea. Et n'oublions pas que les religieux de cette communauté disent que le Mashiach va bientôt arriver, ce qu'on appelle nous notre antéchrist, hein, et que il va leur donner enfin le pouvoir qu'ils attendent, qui est le pouvoir sur terre, avec le nombre d'esclaves que Goy qui leur est dévolu, etc. Et moi je rappelle que comme pour le sionisme où au départ Israël devait être donné par Dieu à son peuple élu, si jamais ils se remettaient en accord avec la loi et que pour l'instant ils étaient en diaspora à cause des fautes qu'ils avaient commises par rapport à la loi, je rappelle qu'à un moment donné ils ont pris un raccourci, ils ont dit on va pas attendre que Dieu nous donne Israël, on a la banque Rothschild et on va le faire nous-mêmes. Et ben c'est exactement pareil la question Bluebeam, c'est que le meilleur moyen qu'arrive le Mashiach, qui va donc valider de façon eschatologique et magique et religieuse leur domination mondiale, c'est peut-être de le produire par de la haute technologie. The way it plays out is fascism, communism, yeah.
But actually, what it is a form of tyranny known as a technocracy, because they want an end to elected politicians. Elected politicians are becoming more and more irrelevant as the technocrats take over. I mean, look at Gates, he's a technocrat. Look at Musk, he's a technocrat. And so the idea is that these technocrats replace elected politicians, which is what Gates is doing in terms of the global health situation. I mean, look at it, it's happening. It's not a projection somewhere over the rainbow anymore, it's happening in front of our eyes. And this technocracy would be able to be centrally controlled at a central point. And I said in my books, I think this central point is designed to be Israel. Israel, people don't realize, is pretty much second now only to Silicon Valley. Où on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Tu lâches ma veste, s'il te plaît. Lâche ma veste. Lâche ma veste, monsieur. Lâche ma veste. Lâche ma veste. Le vaccin H1N1 est un poison. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Non, non, dis pas ça. Non, 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 non. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. La capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr. La stratégie israélienne, c'est de créer les conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit par exemple que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait, on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Et bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et là, vous verrez que avec la 5G et avec la terreur mondiale imprimée par cette menace de pandémie à rebond permanent qui justifie une dictature mondiale, et avec le traçage, puçage du vaccin Bill Gates, si vous articulez tout ça, on peut très bien arriver à un moment donné, même si ça nous paraît de la fiction délirante, on peut très bien arriver effectivement à l'apothéose Bluebeam, où d'un seul coup on va entendre des voix de Dieu qui va nous dire, en gros qu'il arrive d'ailleurs, on a la connexion OVNI là-dedans, j'en ai parlé récemment, c'est pour ça qu'on a mis une vidéo sur le site, où on va avoir des mecs qui arrivent peut-être de la planète Mars, qui parleront hébreu et qui nous diront que nous devons
que eux-mêmes qui ont la sagesse immense que nous n'avons pas, devront accepter pour pacifier la terre en menace permanente de guerre permanente, parce que c'est la justification de la domination juive, je le rappelle, c'est pour pacifier les bêtes sauvages que sont les humains. Hein, c'est toujours pour la paix mondiale. Hein, voilà, pour réparer le monde. Hein, le tikkun anam. Hein, voilà. Et bien d'un seul coup, ça nous sera. Là, c'est rencontre du troisième type. Hein, c'est Spielberg. Hein, la liste Schindler s'allonge encore. On aura un martien qui parle hébreu qui nous expliquera bien qu'ils viennent de mettre leur ambassade à Jérusalem et effectivement les peuples préparés, terrorisés et tomberont à genoux et obéiront. Alors là c'est le stade ultime, je dirais, on a commencé par la menace islamique où il fallait quand même engager des barbus fabriqués à Guantanamo ou à Abu Ghraib pour en faire des psychopathes, mais il fallait quand même faire le boulot, hein, des égorgeurs à barbe. Après on a eu le réchauffement climatique avec la petite aspergère Greta. Et maintenant, après Greta, on aura, pour nous soumettre de façon ultime, on recourt à l'eschatologie et à l'attente millénariste, hein, et ben on aura effectivement l'avènement du Machia, de l'Antéchrist, comment chez les musulmans ça s'appelle le Dajjal, et puis cette question effectivement de qu'est-ce que devient la haute technologie, c'est-à-dire la maîtrise technicienne du monde, si on la sépare de la question de l'amour, de la charité, de la compassion. Ça devient de la monstruosité. Mais qu'en revanche, pourquoi l'amour se passerait-il du progrès? Voilà. Donc à un moment donné, on voit bien qu'on a une question humaine fondamentale qui est que le progrès ne doit jamais être séparé de l'amour, c'est-à-dire de la compassion et de la charité, du souci de l'autre, pour ne pas que l'homme bascule dans la monstruosité. C'est le sujet même de la religion. C'est le sujet même du combat actuel. Nous avons des gens qui ont mis le progrès technique au service de leur monstruosité dominatrice, au service du diable, hein, et d'autres gens qui essaient de maintenir connecté le progrès, c'est-à-dire notre histoire, hein, dans laquelle on ne va pas renoncer, de maintenir ce monde connecté ou de le reconnecter à l'amour pour ne pas sombrer dans le chaos et le règne terminal du diable. Voilà, on est bien dans un combat de Dieu contre diable, du retour du Messie contre l'Antéchrist. Hein, on est bien là-dedans. Hein. Et je vous dis, cet Antéchrist peut très bien être simplement un super produit technologique, mais produit par des gens qui sont le diable. Car en réalité, il semble bien que le diable sur Terre soit cette communauté diabolique. Hein. Voilà, pour moi, c'est de plus en plus clair. Hein. Plus on avance, plus c'est clair. Hein. Voilà, le diable est le maître de la Terre et il règne par des agents. Et ces agents, sont cette communauté qui est le noyau dur du nouvel ordre mondial, hein, et que, je le dis, est pédo-satanisto-kabbaliste. Greetings, citizens of Earth. My people have developed technologies which allow us to throw off our physical forms and travel great distances in the blink of an eye. We are in dialogue with your leaders to help the human race survive its infancy, for we believe in you. We are helping your scientists find cures for diseases which afflict your bodies, and helping you to preserve your planet's most precious resources. Many among us wage peace, and one day, with our help, war may be a thing of the past. Our army is 1 billion strong and growing. Moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais, qui est en caractère très serré, n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, ça, j'aimerais savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps.
J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ. La façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on trouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle. On a des rapports que sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations Unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine, américaine et canadienne sans jamais être badrées par les gardes frontières. On a juste à poser, bon écoutez, sécurité ou secret d'État, et à ce moment-là, plus personne n'ose parler de quoi que ce soit. D'accord? Le fameux complexe militaro-industriel et américain, qui a continué de grandir et qui s'est drôlement accru en importance, surtout pendant la guerre du Vietnam, est un gouvernement à l'intérieur du gouvernement américain, mais un gouvernement aussi indépendant avec toutes ses structures, excessivement puissant. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à l'heure actuelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'information que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies. C'est un triangle rouge, effectivement, avec supposément 3 sets renversés qui correspondaient à des 6, tout différents, tout dépendant de l'angle sur lequel on le regarde. L'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement, toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles. Et il a aussi manifesté son énorme surprise à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part, qui ne sont pas connus des populations. La façon que les plans sont mis sur pied aux États-Unis, de sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000. Milieu 1999 en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète en même temps. Ça explique beaucoup, en fin de compte, les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camp de rééducation pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'établissement de nouvel ordre mondial. Et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux États-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier là, après celui-là dans le courant de septembre, et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau, briser la personnalité, rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter une nouvelle ordre mondiale, même s'ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, Hitler était un terrain d'essai, en fait. Ouais, un terrain d'expérimentation. De la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS a été
un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. J'ai dit, j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit, ça concerne plutôt les années 90. Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. Ouais. D'après ce que j'ai ici, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Ouais, mais de l'autre côté, c'est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un air paranoïa quand que le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Deuxièmement, si un journaliste à l'époque de 1930 avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions. Il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'apercevait que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? La chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deux, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète et on a juste à regarder les cartes en fait géographiques de 1930 au niveau agricole et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser des gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est des rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là, et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie, sans être capables de trop réagir, que ça va bien, on les calme, on connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Je vais te dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Et à l'intérieur duquel, on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et
potentiellement capables de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considérée, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours, elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne, elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux, on leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. C'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. Il y a quand même deux sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France, et qui sont ceux qui ont pensé la Révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne, et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec. Les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose, là, sur lequel je vais donner une conférence demain, là, à Saint-Sauveur, et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus, indépendamment de leur volonté. Merci, c'est là. J'espère que vous serez toujours vivant. J'espère qu'on aussi. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Dans les années 80, le président Ronald Reagan a fait une série de discours déclarant en gros que les peuples de la Terre s'uniraient s'ils étaient confrontés à une menace extraterrestre. Je n'ai pu m'empêcher de lui dire, imaginez à quel point cela pourrait faciliter notre tâche, la vôtre et la mienne, dans toutes ces réunions que nous tenons, si soudainement nous devions affronter une menace venant d'une autre espèce, d'une autre planète, du fin fond de l'univers. Nous oublierions tous les petits problèmes locaux existants entre les pays, et nous comprendrions une fois pour toutes que nous sommes vraiment tous, nous les humains, que nous sommes tous ensemble sur cette terre. Notre penchant pour les antagonismes nous fait souvent oublier ce qui unit tous les membres de l'humanité. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure pour reconnaître nos liens communs. Il m'arrive de penser que nos différences, partout dans le monde, seraient bien vite balayées si nous devions faire face à une menace extraterrestre. À cette époque, personne ne comprit vraiment ce qu'il voulait dire, mais pensait que c'était bienveillant. Il a fallu attendre les années 90, quand George W. Bush père commença à parler du nouvel ordre mondial au grand public, que les gens ont commencé à comprendre pourquoi Reagan parlait d'unité. De ces temps troublés peut émerger notre cinquième objectif, le nouvel ordre mondial. Nous avons devant nous l'opportunité de construire pour nous et pour les futures générations un nouvel ordre mondial. Quand nous y serons, et nous y serons, ce nouvel ordre mondial sera une vraie chance. C'est une grande idée, un nouvel ordre mondial. Tel est le monde digne du futur de nos enfants. Un monde dans lequel existe la véritable perspective d'un nouvel ordre mondial. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. D'un monde nouveau qui prend forme autour de nous. De la chance d'un nouvel ordre mondial aujourd'hui à notre portée. Je donnerai quelques détails sur la possibilité d'un nouvel ordre mondial. La quête d'un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est le moyen de répondre à un nouveau monde de possibilités. Ce n'est pas tout à fait le genre d'unité qui bénéficierait aux masses, mais plutôt aux élites. Car nous serions tous rassemblés sous le contrôle d'un gouvernement mondial, d'une religion mondiale, d'une conformité mondiale. Donc nous avons une solide connexion entre ce nouvel ordre mondial et une invasion extraterrestre. Surtout quand on sait que George Bush père était le vice-président de Reagan, puis son successeur.
C'est même séquencé. Invasion extraterrestre, nouvel ordre mondial. Invasion extraterrestre, nouvel ordre mondial. Si soudainement nous devions affronter une menace venant d'une autre espèce, d'une autre planète, du fin fond de l'univers, nous avons devant nous l'opportunité de construire pour nous et pour les futures générations un nouvel ordre mondial. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure. C'est une grande idée. Un nouvel ordre mondial. Faisons un fast-forward sur les événements plus récents, où l'on peut constater la montée en puissance de l'idée des extraterrestres. En 2014, Bill Clinton parle d'extraterrestres dans le talk show de Jimmy Kimmel. On va faire un break rapide. Et quand on revient, j'espère que vous allez me faire un petit plaisir, car j'aimerais vous demander, quelle est votre connaissance du dossier des ovnis? Ok. Le président Clinton est avec nous ce soir. Nous revenons tout de suite. Le président Clinton est avec nous ce soir. Donc, si j'étais président, je ne le serais pas, soyons honnêtes. La première chose que je ferais, après avoir posé ma main sur la Bible et prêté serment de servir ce pays, j'aurais même du mal à finir le serment. Je foncerais à la Maison Blanche et j'exigerais de voir tous les dossiers classés sur les ovnis. Parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Vous l'avez fait? En quelque sorte. En quelque sorte. Oui, il y a eu, je crois que c'était au début de mon second mandat, il y a eu l'anniversaire de Roswell. Vous avez attendu si longtemps? Oui, wow. Ben oui. Et il y a aussi la zone 51. Vous vous souvenez de ce film de science-fiction où il y a un alien qui est gardé dans les profondeurs de la zone 51? Ouais. J'ai d'abord envoyé des gens consulter les archives sur la zone 51 pour être sûr qu'il n'y avait pas d'alien qui s'y trouve. Les gens le pensent car il y a cette procédure qui oblige les employés de la zone à porter des vêtements spéciaux qu'ils doivent enfiler lors d'un arrêt situé à 1 heure de route avant de pouvoir y pénétrer. Ceci est dû au fait que là-bas se trouve la plus grande partie de notre technologie furtive. Mais il n'y a pas d'extraterrestres là-bas. Donc en fait, quand le truc de Roswell est arrivé, je savais qu'on allait recevoir des tonnes de lettres. Donc j'ai fait faire une synthèse du dossier Roosevelt. Absolument tout. Mais si nous étions visités un jour ou l'autre, je n'en serais pas surpris. J'espère juste que ça ne sera pas comme Independence Day. Ah ouais. Vous avez un conflit. Des aliens gentils alors. Peut-être que le meilleur moyen de lire ce monde en division constante, qui est le nôtre, s'ils sont là, pensez à quel point toutes ces divisions parmi les peuples de ce monde apparaîtraient ridicules si nous nous avions menacés par un conquérant de l'espace. C'est toute la théorie d'Independence Day. Tout le monde se rassemble et tout le monde s'entend. Peut-être avons-nous besoin d'une menace universelle extérieure. En 2015, Obama parle d'aliens avec Jimmy Kimmel encore. Parce que j'imagine que si j'étais président, il est très probable que ça n'arrivera jamais. On ne sait jamais. Si j'étais président, il était peu probable que je sois président. Au moment de mon inauguration, à peine ma main ôtée de la Bible, je me précipiterais là où se trouvent les dossiers sur la zone 51 et les ovnis. Et je les éplucherais pour savoir ce qui s'est passé. L'avez-vous fait? C'est pour ça que vous ne serez pas président. Parce que c'est la première chose que vous feriez. Les aliens ne le permettront pas. Cela révélerait tous leurs secrets. Et ils le contrôlent de manière très stricte. Vous savez, beaucoup vont interpréter vos expressions faciales ici. Le moindre tressaillement. Donc, avez-vous regardé? Avez-vous vu quelque chose? Avez-vous exploré? Je ne peux rien révéler. Vraiment? Parce que le président Clinton, lui, il a vérifié, il a regardé, et il n'y avait rien. Eh bien, vous savez, c'est ce que l'on me demande de dire. En 2016, Hillary Clinton parle d'extraterrestres avec Jimmy Kimmel toujours. On a eu votre mari, le président Clinton, dans l'émission. Et il a dit, alors que je lui demandais ce qu'il en était des ovnis et de la zone 51, s'il s'y était intéressé. Parce que moi, si j'étais président, c'est la première chose que je ferais, et j'irais droit dessus. Oui. Et il a dit que c'est ce qu'il a fait. Et qu'il n'a rien trouvé. Bien. Je vais le faire à nouveau. Ouais, pourquoi pas? Et vous savez, il y a une nouvelle dénomination. Phénomène aérien inexpliqué. Phénomène aérien inexpliqué, vraiment? Oui, c'est la dernière nomenclature, UAP. J'aime bien l'ancienne, j'aime bien UFO, je ne sais pas pourquoi. Bien, je pense qu'ils sont interchangeables. Mais je souhaite que nous étudions tous ces dossiers
en espérant pouvoir en rendre certains publics. S'il n'y a rien, disons-le aux gens, il n'y a rien. Et s'il y avait quelque chose dans ces dossiers, bien, s'il y a quelque chose, à moins que ce ne soit, vous savez, une menace pour la sécurité nationale, nous devrions le partager avec le public. Ben oui, si tout le monde est accro à la marijuana médicale, dites que ça les rend parano. C'est pourquoi je veux plus de recherche. Si vous le partagez avec moi, je vous dirai quoi faire. Je collerai mon oreille au sol. Bien, je le ferai avec plaisir. Dans mon activité, une grande partie est de la répétition, répéter les choses encore et encore. Mais pour que la vérité pénètre, il faut catapulter la propagande. Donc, vous voyez, ce qui était pris pour une théorie bizarroïde est maintenant une opinion majoritaire largement acceptée. En fait, le populaire docteur en physique théorique Michio Kaku semble un pion utilisé pour programmer la croyance des masses dans l'existence extraterrestre. Une crise de leadership, on en parle toute la semaine. Mais que dirions-nous d'un conflit dans l'espace? Une invasion extraterrestre peut paraître folle. Mais bon, qui aurait cru que la bourse allait prendre 5% toute la semaine? Donc, ça n'est pas aussi tiré par les cheveux que ça en a l'air. En cas d'invasion alien, qui donc se lèverait pour nous défendre? Et avons-nous même une chance de victoire? Ce n'est qu'une des questions sur laquelle se penche la nouvelle série de Discovery Channel, Curiosité. Avec moi maintenant se trouve le docteur en physique Michio Kaku, consultant pour la série. Professeur, bienvenue. Avant de parler d'invasion, il y a d'abord cette grande question. Les aliens existent-ils vraiment? Et comment le saurions-nous? Bien, le satellite Kepler, actuellement en orbite dans l'espace profond, a identifié à peu près 50 planètes qui ressemblent beaucoup à la Terre. En fait, chaque semaine, nous découvrons une planète de la taille de Jupiter dans l'espace profond. Maintenant, bien sûr, la plupart n'ont probablement rien de plus qu'une vie microbienne, que des germes. Mais sur certaines, il peut y avoir une vie intelligente, peut-être même plus avancée que sur Terre. Donc, comment est-ce que ça marche? Quand la chaîne Discovery décide de faire un show sur une invasion extraterrestre, votre téléphone sonne car vous êtes sur la liste de numéros abrégés des physiciens capables de les aider à anticiper les manœuvres et leur manière de se dérouler? Et croyez-le ou non, nous les physiciens, avons en fait étudié la question de savoir ce qu'il se passerait si nous devions faire face à une civilisation hostile. Ouvrez votre esprit à la possibilité qu'un jour, nous rencontrerons une civilisation intelligente venue de l'espace, qui pourrait bien avoir des milliers, sinon des millions d'années d'avance technologique. Le satellite Kepler a identifié 2000 planètes en orbite dans d'autres systèmes solaires. Donc ce soir, quand vous allez regarder le ciel étoilé, pensez que quelqu'un peut aussi vous observer. Maintenant, s'il y a d'autres formes de vie là-haut, leur avance pourrait être de plusieurs millions d'années. L'univers est âgé de 13,7 milliards d'années, donc 1 million ce n'est rien à cette échelle. Je veux dire, on n'a rien à leur offrir. Aurons-nous des réponses de notre vivant à ce sujet? La prochaine étape est de braquer nos radiotélescopes et de tenter d'écouter leurs chansons préférées. Peut-être qu'eux aussi ont Leave It to Beaver ou des choses TV de ce genre. Donc nous allons concentrer nos efforts d'écoute radio sur ces étoiles pour tenter de détecter la moindre émission d'ondes radio. Oh, c'est tellement excitant, Mikio. Merci d'être venu. Mon plaisir. La grande question est, pensez-vous qu'il existe une vie intelligente ailleurs? Le pensez-vous? Et si vous le pensez, pensez-vous qu'il soit déjà venu? La grande question est, existe-t-il une vie intelligente sur Terre? Et je ne le pense pas si je m'en tiens au débat présidentiel. Sauf que, il faut considérer que, juste cette semaine, la NASA nous a informé qu'elle avait découvert 1200 planètes grâce au satellite Kepler. Nous avons tous appris à l'école qu'il y aurait 9 planètes, en écrivant plus tôt. Oui, c'est au choix. Mais avec tous les télescopes ultramodernes dans l'espace, les découvertes ne cessent d'arriver. Linda Schmidt nous en dit plus sur la grosse récolte de la NASA à ce jour. Kepler, le télescope de la NASA, a fait une découverte fracassante. 1284 nouvelles planètes. Cette animation NASA indique que c'est la plus grande collection de planètes jamais découverte. Je pense que c'est excitant de s'imaginer que quand vous regardez les étoiles le soir, beaucoup de ces étoiles ont des planètes, juste comme notre système solaire, et nous en sommes sûrs. Donc maintenant, nous savons que nous avons possiblement des milliards de planètes comme la Terre dans notre jardin, la Voie lactée. Allez dehors ce soir et endurez un choc existentiel en regardant ces étoiles et en imaginant qu'il y a probablement des milliards de planètes comme la Terre. J'avais juste à en mémoriser vite à l'école, je pense que j'ai eu de la chance. Et de croire que nous sommes les seuls joueurs en ville est un peu présomptueux. Et cette question par contre, l'idée que la vie intelligente existe et qu'elle est déjà venue ici, vous pensez que nous avons été visités par une intelligence extraterrestre? Tout d'abord, je pense qu'ils sont là. Il faut catapulter la propagande.
Quelles que soient les déclarations des scientifiques mainstream et quels qu'en soient les sujets, il y a des millions de gens prêts à s'en inspirer et l'intégrer dans leur système de croyance. Donc nous voilà en 2016. Et si vous consultez des sondages en ligne sur l'existence des extraterrestres, la croyance de leur existence est toujours gagnante. Nous avons donc dépassé la masse critique avec maintenant un terrain parfait pour le projet Bluebeam, simuler une invasion extraterrestre. Malgré que nous sachions que ce que l'on appelle l'espace n'est pas ce que l'on en pense, que nous n'avons jamais été sur la Lune ou même franchi l'orbite basse terrestre, ce que la NASA a admis à de nombreuses occasions alors que vous n'étiez pas attentif. Le prochain vaisseau de la NASA, déjà en cours de réalisation et testé un peu partout aux États-Unis, sera capable de ceci et plus encore. C'est le vaisseau spatial qui va permettre aux humains d'explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA et pour l'exploration. Appelé Orion, ce véhicule d'équipage multitâche de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer la zone au-delà de l'orbite basse terrestre. Alors qu'on s'éloigne de la Terre, on doit franchir la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse, mais Orion a une protection. Son bouclier sera mis à rude épreuve alors qu'il va devoir couper au travers des vagues de radiation. Les capteurs en mesureront le niveau afin que les scientifiques les étudient. Nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des équipages dans cette région de l'espace. La NASA prévoit de fabriquer une fusée appelée SLS, qui est un lanceur pour cargo lourd, quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous avons aujourd'hui. Et il sera capable de lancer les capsules Orion avec un équipage à bord, et aussi d'autres éléments pour atteindre sa destination au-delà de l'orbite basse terrestre. Pour l'instant, on ne peut que voler qu'à la limite de celle-ci, et c'est le plus que l'on puisse faire. Avec ce nouveau système que nous fabriquons, nous allons pouvoir aller au-delà, et espérons-le, emmener les humains explorer la Lune, Mars, les astéroïdes. Il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller. Et nous fabriquons tous ces éléments ensemble pour justement faire ça. Donc ceci me ramène à la Terre plate, et la raison pour laquelle, si nous savions que la Terre était plate, entourée et protégée par une impénétrable barrière, Bluebeam ne fonctionnerait pas. Si nous étions conscients de ce qu'est réellement notre résidence, il est très probable que la croyance en la vie extraterrestre soit très faible. Mais puisqu'ils nous ont menti, nous faisant croire qu'il y a des milliards de galaxies et des milliards d'autres planètes, la conviction de l'existence d'une vie extraterrestre est devenue la norme. Et ce n'est pas tout. La programmation collective de l'espace et ses extraterrestres est en cours depuis déjà un bon moment. Le voyage sur la Lune en 1901, à 10 Cloverfield Lane en 2016, l'Institut Tavistock avec Hollywood ont travaillé d'arrache-pied pour introduire de nouveaux concepts aux masses et façonner leurs opinions. Ils ont fait un super boulot. Inversant une croyance initiale quasi nulle en ce concept d'extraterrestre en une croyance pleine et entière, et ça sans la moindre preuve. Les ovnis par contre sont réels. Les objets volants non identifiés. Mais ce n'est que de la technologie militaire avancée, classée top secret, qui nous est cachée. Ils utiliseront ces engins top secrets pour nous faire croire à une menace extraterrestre. Ils utiliseront également des projections holographiques, ainsi que le système silencieux d'affichage subliminal, qui peut diffuser des voix dans votre tête, et dont la technique est patentée depuis des années. Faites une recherche. Et tant que vous y êtes, jetez un coup d'œil à la technologie holographique, déjà utilisée sur scène pour projeter un show de Michael Jackson et même de Tupac. Une dernière note. Réfléchissez au timing de la programmation alien. Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes.
Le 16 juin 2023 à Makarma, ayant conduit à l'arrestation des 5 terroristes. Le 7 juillet 2023 à Atissan, 15 km ouest Ouroura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisé. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. De penser qu'en fait, ce n'est pas parce qu'un président a été élu que forcément il est légitime. Parce qu'il peut y avoir des présidents mal élus. Vous comprenez? Parce qu'ils ont triché, ils ont corrompu le peuple, ils ont corrompu la classe politique, et même dans leur travail quotidien, le peuple ne se retrouve pas. Et donc, leur travail quotidien ne reflète pas l'élection qu'ils sont supposés avoir reçue du peuple. Donc cette résolution est très importante, c'est le cas du Niger. Parce que M. Bazoum a été mal élu. C'est-à-dire que son ami lui a passé le pouvoir en lui disant « Tiens, tu me remets dans 5 ans. Entre-temps, tu protèges mes amis les Français. » Je l'explique trivialement comme ça. Donc cette résolution est importante. Mais il y a aussi la 1514. La résolution 1514, elle établit tout simplement que toute tentative, et là j'entre dans votre question, de détruire l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays n'est pas compatible avec la Charte des Nations Unies. Ça veut dire que toute attaque, qu'elle vienne d'une organisation sous-régionale ou régionale comme la CEDEAO, intervenir au Niger sur le fallacieux prétexte qu'un de leurs copains, le chef d'État, a été dégagé du pouvoir, n'est pas compatible. Ça veut dire que, j'entre donc dans votre question profondément, une ingérence dans les affaires intérieures des États. Parce que là, on est dans une affaire nigérienne. Je rentre donc dans les scénarios, parce que moi je l'ai dit, quand je dis c'est impossible entre guillemets, vous savez que dans les dernières nouvelles, et n'oubliez pas que vous avez Wagner en Centrafrique, qui peut migrer sur la frontière tchado-camerounaise, passer par le lac Tchad et atteindre le Niger, qui sont passés par l'Algérie. L'Algérie qui a une frontière de 951 km avec le Niger. Qu'est-ce que du Nigeria? Ça veut dire en fait que le Burkina est le pays qui est le plus à même de protéger le gouvernement de Niamey. Même si vous réussissez à couper le Niger en deux, en gardant tout le reste du pays qui va vers Benghazi, c'est-à-dire vers la Libye, la frontière avec la Libye et le Tchad, tant que la junte est au pouvoir, elle peut ratisser à nouveau vers ce côté-là et récupérer son territoire. Ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est que vous avez aussi la coopération. Parce que la Mauritanie aujourd'hui, elle n'a pas vraiment une armée foudroyante, mais elle a une possibilité pour tous ces États, parce qu'en fait, elle a en commun la question du terrorisme. Si la France reprend la main au Niger, rassurez-vous, elle passera à tabac, entre guillemets, tous ces pays rebelles qui auront levé la tête contre elle. La Russie aujourd'hui ne gagne pas à perdre cette guerre du Niger. Le maillon faible de l'Occident, qu'est la France. Parce qu'en fait, elle sait pertinemment que la France qui tombe sera abandonnée par les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Revenons dans le bloc occidental. La France ne sera pas soutenue, je sors par là. Le Premier ministre italien s'est toujours plaint que si la question de l'immigration en Europe s'amplifie,
C'est parce que la France exploite exponentiellement ces pays-là, qui ne trouvent pas d'opportunité. Ces peuples ne trouvent pas d'opportunité chez eux. L'Allemagne aujourd'hui a aussi un œil sur cette affaire parce que l'Allemagne a été dépouillée de ses anciennes colonies. Vous savez, elle a aussi, même si elle ne veut pas recoloniser, mais elle a l'intention de se réimplanter après la chute du mur de Berlin de 1989. Pour les États-Unis, c'est assez technique. C'est-à-dire que les États-Unis ont une base militaire, il faut faire très attention. Ils ont construit l'aéroport d'Agadez au Niger et ils ont pratiquement 1000 hommes sur le sol nigérien. Mais vous n'entendez aucun bruit des États-Unis depuis parce qu'en fait, ils observent. Ils savent qu'en fait, c'est un giron français. S'ils prennent fait et cause pour le Niger, c'est-à-dire les putschistes, et que effectivement la France regagne le Niger, ils auront maille à partager les ressources. Mais de manière globale, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, tous ces pays qui ont toujours été derrière la France vont toujours soutenir ces putschistes-là, du moins une libération des pays africains, parce qu'elle leur permettra de dealer d'égal à égal et de manière directe avec les pays africains. Parce que, en fait, la France est un pays chiche. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que sur toutes ces anciennes colonies, elle a toujours donné des déchets de ressources à ses compagnons occidentaux. Donc, l'occasion pour eux de pouvoir dealer d'égal à égal est arrivée. Même s'il faut utiliser la Russie, avec laquelle ils ne s'entendent pas sur la question ukrainienne. Et vous me donnez une bonne... Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. Elle montre la photo d'un jeune garçon qui travaille dans les mines au Burkina Faso. Le petit a un morceau d'or entre les mains. Elle dit que le Burkina Faso est parmi les pays les plus pauvres du monde, mais en attendant, l'argent des Burkinabés est imprimé en France. Ça, c'est une Italienne, notre politicienne italienne entend parler. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il Et en retour, la France demande jusqu'à 50% des bénéfices du Burkina Faso. 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno. Emmanuel Macron. La solution est très simple. L'or que porte ce garçon entre ses mains finira dans des coffres, quelque part, des coffres noirs françaises. La solution n'est pas d'emmener les Africains en Europe pour qu'ils viennent vivre avec nous. La solution, c'est de libérer l'Afrique pour que ces Africains vivent de ce qui leur appartient. Incroyable, inimaginable. Vous savez, généralement, quand on voit les Européens, comme je l'ai dit précédemment, on pense qu'ils se couvrent. Mais la vérité est que, comme le dit mon père, peu importe où vous partez, vous verrez toujours un coq blanc. Ok, peu importe la situation, peu importe la ville ou le village, vous verrez toujours un coq blanc en train de dire la vérité. Un coq blanc, c'est-à-dire, symbolise une personne différente, une personne dans un milieu où on s'y attendait pas, une personne capable de dire la vérité, une personne capable de vous accueillir là où dans un milieu inhospitalier, une personne capable de vous aider, une personne capable de dénoncer avec vous, même au moment où vous attendez le moins. Incroyable. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cynici. Emmanuel Macron nous a décrit comme dégoûtant, cynique, irresponsable. Macron ne mâche pas le mot, Macron ne mâche pas les mots, Macron. Macron, il est très intéressant. Regardez comment Macron se comporte à l'égard des présidents africains. Faites attention et regardez. Observez très attentivement, très attentivement. Il y a un sentiment, un sens de paternalisme, un sens inouï de supériorité. Regardez son discours au Cameroun. Les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signés en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses. On vit mieux. Regardez, entendez sa façon de parler aux gens. Vous savez, en Afrique, on a ce qu'on appelle le droit d'aînesse, le respect qu'on accorde aux gens qui sont beaucoup plus âgés que soi. Naturellement, peu importe peu importe le pays d'origine, il y a un sentiment naturel de respect à l'égard d'une personne plus âgée. Regardez comment l'a fait le camarade Traoré Ibrahim, président de la République. Regardez comment il s'est adressé. En droit d'aînesse, respect aux âgés plus. Évidemment, c'est comme ça chez les Africains. Mais regardez comment Macron s'adresse à
Voilà, regardez sa façon de... Et comme elle le dit, Macron nous a décrit comme dégoûtants, cyniques et irresponsables. Suivant. Irresponsabili? E qui la stampa italiana a dire, hai visto che ha detto Macron, che siamo irresponsabili. Et ici, en Italie, on a commencé à nous demander, Macron a dit que vous étiez irresponsable. L'avez-vous entendu? Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi. L'irresponsable Macron est celui qui a bombardé la Libye parce qu'il s'attendait à ce que l'Italie obtienne des faveurs incroyables. Esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Regarde le problème d'immigration qu'on a. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, les Africains qui traversent vont principalement en Italie. Ce n'est pas généralement en France. Hein. Ceux qui traversent la Méditerranée vont d'abord en Italie. C'est une façon de dire, vous avez créé des problèmes en Libye. Et à cause de vous, à cause du pillage, à cause de vols, aujourd'hui, les Africains essaient de traverser la Méditerranée. Et pendant qu'ils arrivent ici, vous faites des serments prétendant vouloir chercher du bien. Mais en réalité, le bien est très simple. Il faudrait libérer l'Afrique. Cinici Emmanuel Macron sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ma soprattutto perché le cose vanno raccontate come si deve, vomitevole e chi... Buono, che lo vuoi tu? Ci hai mai tolto il pathos? Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, dégoûtant, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché... Tu n'as pas de leçon à nous faire, Macron. Elle le dit, tu n'as pas de leçon à nous faire. Dégoûtant est celui qui va au Niger pour extraire ses minéraux, pour extraire l'uranium à hauteur de 30% pour avoir son électricité, son énergie, pendant que les Nigériens eux-mêmes n'ont pas d'électricité. Dégoûtant est ceux qui récoltent de l'argent venant de 14 pays africains jusqu'à aujourd'hui, leur réclamant un grand pourcentage pour son économie personnelle. Ça, c'est dégoûtant. Tu n'as pas de leçon à nous faire. Évidemment, il y a un moment donné, ils avaient eu quelques situations, quelques difficultés entre eux. Macron et eux. Macron a répondu pendant que les Italiens ont fait tout ça leur demande. Ils en avaient marre, c'est clair. Quand tous les réfugiés viennent d'abord en Italie, c'est normal qu'ils réagissent. Okay. Et celle-là, elle ne jetait pas. Elle a dit ouvertement. Macron doit arrêter de piller. La France doit arrêter de piller. Je sais, quand on parle de France, on ne parle pas de vous. On sait qu'il y a des Français qui nous suivent. Ce n'est pas vous. Vous n'avez aucun problème. Ce n'est pas vous. Nous sommes dans le même panier. La même merde. C'est aussi simple que ça. Nous sommes embourbés dans les mêmes situations. On parle ici de l'élite, ceux qui profitent, ceux qui se font de l'argent, ceux qui s'enrichissent sur les têtes des gens. Il s'agit de ça. La raison pour laquelle, l'une des raisons en tout cas d'après elle, les Africains traversent pour aller ailleurs, pour aller en France et surtout chez eux en Italie, d'abord, c'est parce qu'évidemment les Africains sont asphyxiés dans leur pays. Si on leur accordait le pouvoir, si on leur accordait le temps, on leur accordait leur liberté économique et financière, les Africains ne viendraient pas ici. Donc arrêtez d'être hypocrite, elle le dit. Il n'y a pas question de regarder à gauche ou à droite. La vérité est très simple. Ce n'est pas correct aujourd'hui en 2023 pour que des pays africains impriment toujours leur argent en France. Ça n'a aucun sens. C'est de la folie. Quand les anglophones entendent ces genres d'histoires, ils sont choqués. En 2023, votre argent est imprimé ailleurs. Et ça explique cette idolâtrie des francophones à l'égard de la France. Il y a une idolâtrie frénétique. C'est incroyable, c'est inimaginable. Où il y a des experts en français. Vous voulez devenir expert en technologie, expert en IT, expert en défense cyber, expert en engineering. Les gens sont les experts en français. Et leur expertise, c'est justement pour l'appliquer contre d'autres Africains, leur corriger leur français, leur intonation, dire qu'ils n'ont pas un français soutenu et tout le bazar, c'est inimaginable. Au lieu de chercher comment s'enrichir mentalement, intellectuellement, comment évoluer, progresser, on nous a tellement inculqué, bon pas nous, nous on n'a pas été, moi j'ai jamais été colonisé par les Français, on a inculqué aux francophones, aux colonies françaises, colonies francophones, cette mentalité d'idolâtrie française. Vous devriez idolâtrer votre tribu, votre langue maternelle, c'est ça qu'il faut idolâtrer. On peut comprendre dans le milieu public parler en français pour que je vous comprenne, pour
que vous me compreniez, c'est normal. Mais quand vous êtes entre vous, il faudrait être des experts dans vos langues. Experts en technologie, experts en intelligence, experts en développement. On développe jamais un pays en parlant français. Non. Et c'est clair. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, plusieurs pays africains toujours en train d'imprimer leur argent en France. Quelle forme de liberté avez-vous? Il n'y a aucune, même en France, le même argent, le CFA, que la France imprime pour le pays africain, n'est même pas consommé en France. Quand tu emmènes ça en France, ça n'a aucune valeur. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey. Avant la presse, s'il vous plaît, laissez-nous tranquille la presse, s'il vous plaît, laissez-nous. La France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Communiqué numéro 2. Toutes les institutions ici de la... Mesdames et messieurs, la garantie de la liberté de circulation des personnes. Qui vont se mettre devant, les Nigériens vont les laminer. Ils vont les laminer. Quand 100, 200, 300 cercueils vont arriver à Paris, il y aura coup d'État à Paris. Quand 100, 200 cercueils arrivent à Abuja, le vieux Tinubu, il disparaît de la circulation. Quand 100, 200 cercueils arrivent à Cotonou, Talon disparaît. La Côte d'Ivoire, il n'y aura même pas 100. Après 10 ou 15 soldats, cercueils rapatriés à Abidjan, Ouattara va fuir. Il aura son coup d'État. Je ne serais même pas surpris que ce soit son petit frère qui le renverse. Parce que lui, quand il va voir que son frère en fait trop, il se dit, mais au moins, autant sauver ce qu'on a déjà. Mais il le chasse. C'est déjà arrivé. Il y a des pays où le fils a chassé le père. Donc, il est assis là-bas. Je ne sais même pas sur quoi il compte. Si c'est les Français, un jour, les Français quitteront la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à se dire ça. Donc, c'est pas la peine. Donc, ils n'ont aucun moyen d'attaquer le Niger qui, depuis 15-20 ans, se bat seul dans les sables du désert avec les terroristes. Mais la CEDEAO compte peut-être sur les appuis des Occidentaux, mais sur place Tiani et les autres aussi. Tous les Occidentaux tous les Occidentaux sont en Ukraine. Ça donne quoi? Aujourd'hui, ils sont en pleine reculade. Oui. Ils ont même envie de dégommer Zelensky pour couvrir leur honte parce que Zelensky aurait trop de choses à dire s'il perd la guerre. Finalement, est-ce que c'est pas le Mali et le Burkina Faso qui ont dégonflé cette option militaire entre de la autres, CEDEAO oui. en montant au créneau pour avertir que toute intervention au Niger signifierait une déclaration de guerre? C'est une question de bon sens. Et je crois que le Mali et le Burkina Faso ont pris des positions les plus lucides possibles. Et c'est ce que nous attendons précisément de nos dirigeants. Parce qu'en réalité, l'objectif de cette action à Niamey est quoi concrètement? C'est de sauver une personne. La personne de Bazoum. Un arabe libyen. Et voilà. Donc, la personne de Bazoum, alors qu'il y a un renversement d'un régime sans effusion de sang, sans bruit majeur, on l'a juste séquestré pour dire, bon, mais écoutez, compte tenu... On l'a juste séquestré, hein. Mais bien sûr, on l'a mis de côté, on a dit, bon, écoute... Votre féminisme est grave. On lui dit, bon, écoutez, vous avez fait tellement de dérives, rappelez-vous. En réalité,
j'ai eu des contacts qui m'ont signifié un certain nombre de choses. Pourquoi finalement Tiani a décidé cette action? C'est que dans un premier temps, lorsque le président, le général Abdelkar, ou on l'appelle Modi. Non, pas Modi. Abdelkar, celui-là qui a bavardé contre les armées burkinabées. Abou Tarka, voilà. Une véritable ordure. Lorsqu'il a eu ce langage aussi maladroit et malsain vis-à-vis du Mali et du Burkina Faso, le général Tiani est allé voir son président pour lui dire, mais écoutez, il faut appeler ce général-là à l'ordre. Il faut le rappeler à l'ordre. Pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, les Français quitteront un jour notre pays. Le Mali et le Burkina Faso sont des voisins, nous sommes des frères. Nous n'avons aucun intérêt à leur faire des pics inutiles alors que nous souffrons d'un même mal. Le président Bazoum n'avait rien dit. Curieusement, 3 semaines après, c'est Bazoum lui-même qui, devant le journaliste de Jeune Afrique, François Soudan, en vient à dire que, bah écoutez, le Burkina Faso est en train de faire des bêtises en recrutant des gens qui ne sont pas formés militairement, à travers les VTP, VDB, etc. Et que, bon, mais écoutez, les terroristes sont puissants, de toute façon, il va falloir faire, etc. Donc, ce langage-là était encore si maladroit que Tiani, encore une fois, est retourné voir son patron pour lui dire, écoutez, vraiment, monsieur le président, je vous en conjure, je crois qu'il faut avoir de la mesure dans ce que vous dites, etc., etc., etc. Et puis, dans la foulée, il programme la libération d'une deuxième vague de chefs terroristes. Ouais. Pour dire que maintenant, en réalité, ce sont des alliés, de façon extrajudiciaire. Parce qu'en réalité, lorsque un État républicain, démocratique, met quelqu'un en prison, cela suppose qu'il y a une action judiciaire. Est-ce que c'est pas pour donner des chances à des négociations? Non, écoutez, ce n'est pas une décision politique. Même s'il doit avoir des chances de négociation, c'est d'abord... Parce que, mais écoutez, on ne proclame pas, il ne faut pas incanter des concepts. La démocratie a ses principes, ses exigences. Et donc, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en prison sans aucune action judiciaire, sans aucune procédure. Et donc, le président de la République n'a aucun pouvoir, avant la décision de justice, de libérer quelqu'un comme ça, de façon extrajudiciaire. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait là, nous avons l'œil sur Abidjan. Et Abidjan tombera. Comme nous avons annoncé la chute de Bazoum, qui croyait que parce qu'il était entouré par 1000 mercenaires américains, quand le consul était protégé, il est tombé. Il rêve. Il ne reviendra pas au pouvoir. Il rêve là, il s'assoit, il rêve, il écrit les lettres partout. Il n'a même pas honte. Donc, aujourd'hui, ça a changé, Sidiki, ça a changé. 3 États, 4 États, 5 États, et d'autres États qui sont silencieux, mais qui se positionnent. Moi, j'en connais. Ils ne parlent pas, ils sont là. On dit au petit président du Nigeria, petit président de la CEDEAO, organisation criminelle. Organisation criminelle. Et illégitime. Illégitime. Que je suis venu de manière solennelle cet après-midi dissoudre. Dissoudre quoi, président Madaka? Je suis venu sur ce plateau dire que la CEDEAO est dissoute. Bon, ça vous fait rire. Riez. Riez, non? Nous, on avait dit des choses ici. Non, les gens riaient comme tu as de rire là. Vous savez pourquoi vous riez? Parce que vous croyez que nous sommes qui pour dire ça? Oui, c'est ça, je sais. Que ceux qui doivent parler au nom de l'Afrique, la voix du peuple. D'après vous, ceux qui doivent parler au nom de l'Afrique, ce sont les chefs d'État. D'après vous. Ceux qui parlent au nom de l'Afrique sont les chefs d'État. C'est parce que j'ai dit, président Badakani. Je n'ai pas dit que vous dites. J'analyse votre sourire. Voilà. Un sourire incrédule. Comme hier, plein de souris étaient incrédules quand on a commencé cette affaire. À l'approche de la date limite imposée par la CEDEAO pour rétablir un régime civil au Niger, les militaires au pouvoir ont demandé l'aide du groupe mercenaire russe Wagner. La demande a été formulée lors d'une visite du chef du coup d'État nigérien, le général Salifou Modi, au Mali voisin, où il a pris contact avec un représentant de Wagner. Cette semaine, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a posé un ultimatum aux militaires au pouvoir, faisant planer la menace d'une intervention militaire au Niger si le président Mohamed Bazoum, retenu à son domicile depuis le 26 juillet, n'était pas libéré au plus tard ce dimanche. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont finalisé vendredi un plan d'intervention et demandé aux armées de préparer des ressources.
Le Niger était l'un des derniers alliés de la France dans sa lutte contre le terrorisme. Samedi, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré que la menace régionale de recours à la force était crédible. Elle a averti les putschistes de la prendre au sérieux, ajoutant que la France soutenait la décision de la CEDEAO. On vient vous informer qu'il a eu un grand déploiement des Russes sur le sol malien afin d'intervenir au Niger en cas d'intervention de la CEDEAO et de ses alliés au Niger. Le président russe, à travers son ministre de la Défense, a déployé un grand moyen de guerre contre toute personne qui tentera de rentrer en guerre contre le peuple nigérien. Des drones de guerre, des avions de chasse et des armements de dernière génération sont déjà arrivés au Mali, plus précisément à Bamako puis à Gao. Des avions de guerre sont prêts à décoller depuis la base de Gao à tout moment en cas d'intervention de la CEDEAO et ses alliés. Pour ceux qui sont à la frontière entre le Mali et le Niger, plus précisément dans la zone de la Bezanga. Un grand déploiement des forces armées maliennes est déjà dans cette zone et est prêt à intervenir en cas d'attaque de la CEDEAO sur le territoire nigérien. En ce moment, des drones sont prêts à lancer des bombes sur toute chose suspecte au ciel ou à terre en cas d'intervention de la CEDEAO et ses alliés sur le sol nigérien. À l'heure où nous vous parlons, le peuple nigérien est prêt à remplir les rues. Écoutez vous-même. Ils vont détruire le Niger juste pour des intérêts égoïstes. C'est pour cela que nous n'avons pas d'autre pays à part le Niger. Nous n'avons pas d'autre territoire à part le Niger. Et nous ne pouvons pas permettre que le Niger devienne un champ de bataille, d'expérimentation, de guerre. Parce que vous l'avez constaté, que la CEDEAO, derrière la CEDEAO, il y a la France qui se mobilise pour pouvoir venir agresser notre pays. Nous n'allons pas accepter. Nous allons nous battre. Et nous n'allons pas croiser les bras, continuer à regarder cet état de fait. Et vous le savez, ceux qui sont en train d'appeler la communauté internationale ou bien la CEDEAO d'intervenir militairement sur notre pays ne sont pas au pays. Ils ont tous fui. Ils sont partis avec leur famille. Il ne nous reste que nous, les vrais patriotes, pas les patriotes frélatés. Donc c'est à nous de nous mobiliser effectivement pour défendre la patrie. On ne peut plus attendre. Nous devons nous organiser pour prendre de façon pacifique l'assaut d'un certain nombre de points névralgiques de Niamey. Au-delà de Niamey, nous allons demander aux citoyens, aux Nigériens, qui sont fiers de l'être aux frontières des pays comme le Bénin et le Nigeria, de prendre des dispositions pour faire des veilles citoyennes. Nous allons mettre en place ce que nous appelons des brigades de veille citoyennes. Et ces brigades de veille citoyennes, au-delà de la mobilisation au niveau des ronds-points, vont essayer de chercher l'information. L'information est capitale, les renseignements. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de vouloir rentrer de façon cagoulée pour pouvoir nous surprendre. Nous n'allons pas accepter. Donc, pour cela, en ce qui concerne Niamey, nous demandons aux citoyens, aux Niaméens, aux vrais Nigériens, aux vrais patriotes, de prendre l'assaut le rond-point Garofara, le rond-point 6e, le rond-point Palais de Congrès, le rond-point ENA, Escadrille, le rond-point 3e pont, la place de la concertation, le rond-point Harubanda et le rond-point aéroport. C'est pour dire que l'assaut de la Russie, du Mali, du Burkina Faso et du Niger est déjà prêt. Si la CEDEAO et sa France sont sûrs de leur force qu'ils interviennent, une chose est sûre, des bombes atterriront en France, et dans tous les États membres de la CEDEAO qui sont de mèche avec l'intervention au Niger. Écoutez ce que dit le président Poutine. Стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. Они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Comment pouvez-vous comprendre cela? Qu'un pays de l'Afrique soit attaqué parce que les intérêts de la France sont menacés? Et le peuple qui vit dans ce pays, leur vie n'est-il pas important? Combien de personnes mourront en cas d'attaque? Et les enfants de ce pays, leur vie et leurs avenirs, n'ont-ils pas pensé aux conséquences sur tout ça? Il existe un seul cas,
soit ils tueront tout le peuple, soit ce sont eux-mêmes qui mourront avec leur CEDEAO. Avant, les coups d'État prenaient beaucoup d'années avec beaucoup de morts. Mais aujourd'hui ce ne sont pas des coups d'État mais des éveils de conscience, c'est-à-dire l'Africain a compris qu'il est toujours manipulé par le colonisateur, voilà le peuple africain a décidé de se libérer à sa façon et jusque-là des dirigeants n'ont pas compris cela. Now remember, Wagner is the same Russian mercenary group which had been fighting in Ukraine till it carried out its mutiny against the Russian forces. It also won the city of Bakhmut for Russia and led a mutiny against the Russian Federation, although that mutiny died within a few hours since it started. But there is a chance that it can still seal a victory for Niger's dictator general. Militarily, Wagner will be able to guarantee power to the military junta. It will also be the vehicle for Niger's junta to work more closely with their counterparts in Mali and Burkina Faso, where the presence of Wagner has been felt on a pretty large scale. The Wagner provides security in Mali, and in Burkina Faso, the mercenary groups works very closely with the government forces, occasionally trading its military support for lucrative contracts. The Wagner's entry can make Niger a flashpoint between the West and Russia. Many in Niger are bracing for the fight, with the possibility of another major force entering into the country. Are you prepared to die for your cause? I was acting. Or was I?